Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Francesca et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, le fil rouge de notre échange va être de comprendre comment l'IA transforme le commun que constitue Internet, le web, et les rapports qu'on peut avoir aux institutions. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et expliquer un petit peu ton angle de réflexion autour de l'intelligence artificielle? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'appelle Francesca Musiani, je suis la directrice de recherche au CNRS. Donc voilà, c'est une grande institution de recherche en France et je m'occupe depuis une quinzaine d'années de la gouvernance du numérique avec un angle, qui est plutôt celui de la sociologie des sciences et des techniques. Donc je m'intéresse à comment, les êtres humains interagissent, entre eux, mais aussi, avec, les objets techniques qui les entourent et comment, ces objets techniques, éventuellement influencent à leur tour les comportements et les usages. J'ai commencé en m'intéressant à la gouvernance de l'internet avec, un angle d'abord, centré sur les institutions et puis sur comment, des infrastructures internet spécifiques, notamment le système de nom de domaine, par exemple, ont été utilisées comme des instruments politiques par différentes entités. Et plus récemment, voilà, ces problématiques-là croisent bien sûr de plus en plus, celles de la gouvernance de l'intelligence artificielle, et des algorithmes et donc c'est avec cet angle de la gouvernance que je regarde l'IA et tout particulièrement, j'ai copiloté un projet de recherche pendant les 2 dernières années qui regardait l'intelligence artificielle dans des contextes d'action publique, et pour l'intérêt public. Voilà. Pour commencer, j'ai une question un petit peu large. Et justement, tu disais que t'es rentré sur le sujet par la question de la gouvernance de l'Internet. Comment tu vois l'impact de l'intelligence artificielle ou des technologies d'IA sur justement l'évolution des infrastructures et des architectures web? Tu parlais de la question des noms de domaine. Et quels sont un petit peu les changements que tu anticipes? Est-ce que l'IA, j'avais prévu que c'était une grosse question. Est-ce que l'IA va accélérer la fragmentation d'Internet qu'on observe actuellement avec la Russie, la Chine, les États-Unis? Et est-ce qu'on va vers une sorte de splitternet dopé à l'IA? Effectivement, c'est une grande question. Alors je pense il y a plusieurs aspects, qu'on peut souligner dans cette question et puis peut-être on peut parler plus en détail dans un deuxième temps de comment, des pays spécifiques abordent, voilà la question de l'IA comme outil et comme cible de gouvernance. Voilà. Là, je vais être plutôt un peu plus générale, on va dire. Donc, alors il y a un rôle clé qui est joué par l'IA sûrement dans des tentatives de ce qu'on appelle l'optimisation des infrastructures d'internet et du web plus particulièrement. Parce que voilà, on peut avec des technologies d'IA, on peut faire un certain nombre de choses. Tout d'abord, il y a, des questions d'automatisation de la gestion du réseau. Voilà, comment, maintenir l'internet en forme pour que ça continue à fonctionner de façon, durable et depuis que l'internet est devenu un outil global, un outil de masse, c'est quand même un des enjeux clés de la gouvernance d'internet. Donc il y a un premier aspect qui consiste à utiliser l'IA pour, automatiser cette gestion du réseau, notamment grâce à des outils, prédictifs pour essayer de réduire les pannes, optimiser les flux de données, le trafic et cetera. Et il y a des outils d'IA qui sont utilisés pour, améliorer la performance des content delivery networks. Donc, voilà, c'est un des instruments principaux pour, voilà, faire circuler l'information sur internet. Par exemple, l'IA peut aider à prévoir certains pics de trafic ou adapter les ressources qu'il faut pour, voilà, pour ces réseaux en temps réel. Certains outils d'IA sont aussi mis un peu au service de certains réseaux, plus décentralisés. Voilà, on a parlé du web 3.0 par exemple. Voilà, cette idée qu'il peut y avoir des réseaux de type peer-to-peer ou des technologies de blockchain qui sont mises, au service d'un web, futur, voilà, qui commence à être un peu présent, mais voilà. Et donc pour ça, il faut faciliter, l'adoption de modèles, de réseaux décentralisés qui sont traditionnellement assez compliqués à mettre en œuvre, plus compliqués
que les modèles centralisés. Donc on peut songer à ça aussi. Donc voilà, tous ces outils-là, l'idée, c'est qu'ils puissent aider à renforcer, le passage à l'échelle, donc rendre les réseaux plus grands et plus importants, l'efficacité énergétique aussi de ces infrastructures et voilà, tout ça, bien sûr, une des causes du besoin d'utiliser des outils comme ça pour la suite, c'est que les données, le volume de données a explosé au cours de ces dernières années. Donc il faut un certain nombre d'outils, novateurs pour les gérer. Alors, il y a aussi une question d'usage de l'IA pour transformer, les services que nous sont proposés sur le web. Donc ça, là aussi, les architectures du réseau, changent. Il peut y avoir des IA qui pilotent des services, autonomes intégrés pour, voilà, pour, me proposer des microservices, voilà, plus, personnalisés pour, certains clients. Les IA peuvent alimenter des recommandations très précises faites à chacun utilisateur, ce qui peut modifier aussi, les interfaces pour l'utilisateur. Par exemple, là, on commence à remonter, des couches les plus basses de l'infrastructure pour arriver en haut. Et bien sûr, alors cette hyper personnalisation, est susceptible de poser des soucis ou des problèmes. Au moins, faut en être conscient pour voir ce qu'on peut mitiger. Notamment, ça signifie que chaque acteur des services web peut implémenter ses propres solutions et ça peut contribuer et on en vient au mot-clé, que tu as utilisé tout à l'heure de fragmentation. Ça peut fragmenter encore davantage, certains protocoles et normes du web alors que voilà, traditionnellement, le premier internet a marché, sur la base d'une suite de protocoles qui sont les mêmes pour tout le monde et qui favorisaient l'interopérabilité et les dialogues entre différentes parties, du réseau. Donc voilà, l'hyper-personnalisation peut amener des questions de fragmentation au niveau technique, voilà. Et donc, l'IA pourrait, un peu, voilà, amener des divisions et des fragmentations dans un paysage numérique qui, voilà, traditionnellement est très mondialisé et c'est encore une fois, on pourra revenir plus en détail sur certains de ces aspects, mais très rapidement, je pense qu'il y a une question de, voilà, contrôle de l'IA par certains gouvernements. Voilà, il y a différentes politiques de souveraineté numérique, de cybersécurité qui sont mises en œuvre par des États spécifiques ou dans des pays spécifiques. On cite souvent la Chine ou la Russie, mais c'est le cas aussi pour d'autres États. Qui donc c'est dans ces contextes nationaux, l'IA est utilisée ou peut être utilisée pour surveiller, pour filtrer, pour moduler l'accès internet et donc tout cela peut contribuer à la montée d'un certain nombre de réseaux qui seraient plus, cloisonnés. On a pu appeler ça des silos aussi, voilà donc un exemple est le Great Firewall, chinois, voilà donc la grande machine qui est mise en place, par, les entreprises chinoises en étroite collaboration avec, le gouvernement. Il y a aussi une question de voilà, possible biais ou localisation excessive dans les modèles utilisés par l'IA puisque voilà, on sait que voilà, un certain nombre de les systèmes d'intelligence artificielle sont souvent entraînés sur des jeux de données qui, voilà, peuvent être spécifiques, aussi à certaines, régions ou à certaines langues et donc voilà, cela peut à terme renforcer un certain nombre d'écarts qui sont à la fois technologiques et culturels entre certaines régions et donc ce serait une fragmentation plus, liée au contenu et voilà, aux différents contextes socioculturels et puis voilà, de plus en plus, il y a une question de guerre économique, de guerre, technologique aussi qui concerne la course à l'IA. Voilà, il y a chaque, chaque grand État qui est un géant du numérique a aussi ses propres champions nationaux parmi les firmes technologiques et donc tout cela peut entraîner des standards qui seraient concurrents ou incompatibles entre eux. Voilà et je pose peut-être une dernière petite chose, là-dessus. Typiquement, on attribue aux États-Unis plus une vision axée sur, le besoin d'innovation rapide et la volonté d'anticiper, de brûler les étapes parfois sur l'innovation. Certains, d'autres pays sont plus axés sur le contrôle national
des écosystèmes technologiques, la Chine ou la Russie par exemple. Et récemment, l'Europe s'est positionnée avec une approche qui peut être définie plus de régulation et liée à certains principes éthiques, notamment avec l'IA Act. Voilà. Et donc tout cela, tous ces aspects peuvent amener autant de défis de splinternet, voilà comme on a pu l'appeler, heu, à des risques de fragmentation qui peut se passer à la fois au niveau des standards, à la fois des frontières nationales et des silos mis en place par des entreprises qui seraient des champions nationaux. Voilà. Tu parlais, enfin là, on évoquait un peu l'aspect macro-gouvernance au niveau des États. J'aimerais qu'on descende au niveau plus individuel. Et comment toi tu vois l'impact de l'IA sur les enjeux de vie privée et protection des données personnelles sur Internet? Parce qu'on sait que notamment pour l'IA générative, on a besoin d'énormément, enfin encore plus de données qu'avant peut-être pour entraîner les modèles. On va scraper le web, récupérer des données qui sont pas forcément tout le temps accessibles normalement. Donc voilà, comment l'IA est en train de bouleverser un peu ces enjeux-là? Je pense qu'un des problèmes des relations entre, voilà, l'émergence de l'IA et les enjeux de vie privée, de protection des données, c'est qu'il y a au moins 3 niveaux de défis. Il y a du technique, il y a du juridique, il y a de l'éthique et voilà, tout ça s'enchevêtre, de façon assez compliquée et intense. Donc et je pense qu'il y a effectivement, comme tu disais, un premier aspect sur le fait que, voilà, l'IA vraiment repose sur des volumes très importants de données pour pouvoir fonctionner, efficacement. Donc ça entraîne, voilà, une explosion de la collec la collection des données. Voilà, il faut c'est un enjeu de collecter des informations toujours plus précises, toujours plus granulaires sur les comportements, sur les habitudes, sur les préférences des utilisateurs pour toute firme qui, voilà, produit des applications et des services basés sur l'IA. Et donc, il y a des risques immédiats de dérives assez importantes qui peuvent se poser. Notamment parce que les systèmes d'IA permettent d'exploiter ces données pour déduire un certain nombre d'informations sensibles qui ne seraient pas fournies directement par les utilisateurs. Ça peut être, des informations sur l'état de santé, orientation sexuelle, croyances, religieuses, voilà. Tout ça, c'est de l'inférence algorithmique et voilà, donc du coup, il y a traditionnellement, la protection de la vie privée était assez directement liée au fait que, voilà, soit on fournissait, soit on ne fournissait pas des informations et on les vis-à-vis de tel ou tel autre acteur. Maintenant, il y a tout un ensemble d'informations qui peuvent être déduites, même si on ne les a pas fournies explicitement et donc ça devient un gros souci de régulation, aussi. Et puis il y a cette question qui n'est pas, voilà, prédate l'IA, mais quand même, l'IA l'a ultérieurement intensifiée. C'est la question de la frontière entre l'espace public et l'espace privé. Parce que, voilà, un certain nombre de technologies de l'IA ont une composante de surveillance importante. La reconnaissance faciale, même les assistants vocaux sont faits pour, voilà, sont entraînés à reconnaître, certains aspects de notre personnalité, de notre voix. Donc, voilà, tout ça a toujours une facette de surveillance qui peut être omniprésente et très importante et donc ça renforce vraiment le fait que la frontière entre espace privé et espace public devient très floue. Et il y a aussi un aspect de les nouvelles vulnérabilités dans la protection de données qui sont créées par l'IA. Tout d'abord, les modèles d'IA peuvent recroiser entre elles et agréger un certain nombre de données anonymisées et les reconstruire. Donc ça amène à la réidentification des individus. Donc voilà, encore une fois, ça met en péril ce qui était un peu, un certain nombre de principes traditionnels de protection de données. Les modèles, peuvent aussi, involontairement exposer certaines données sensibles s'il y a des biais dans la façon dont elles ont été entraînées ou, il y a voilà, les bases de données qui sont utilisées sont gérées de façon, pas pleinement intègre. Donc, voilà, il peut y avoir des fuites, à la cause des biais de l'algorithme. Et puis il y a des questions plus liées à la cybersécurité, aux cyberattaques. Voilà. Les cyberattaques peuvent devenir plus sophistiquées aussi grâce à l'utilisation de certaines technologies d'IA. Ils contournent plus efficacement certaines mesures de sécurité. Donc, voilà, ça aussi, ça touche très souvent à des jeux de données, y compris des données personnelles.
Et enfin, peut-être un dernier aspect qui, ça aussi, ce n'est pas né avec l'IA, mais c'est renforcé avec l'IA, c'est la question de l'asymétrie informationnelle entre les utilisateurs et les entreprises, technologiques. Voilà, l'IA peut renforcer ces asymétries de pouvoir. Et il y a des aspects de monétisation des données personnelles. Voilà, si les entreprises exploitent, l'IA, par exemple, pour affiner leur ciblage publicitaire, les utilisateurs typiquement sont assez peu conscients des données qu'ils partagent et des usages de ce type d'usage qui est fait, très largement en coulisses. Il y a l'opacité, bien sûr, de ces outils dans la même lignée. Voilà, c'est, du point de vue de l'utilisateur, une bonne quantité, pour ne pas dire la totalité de ces technologies d'algorithmes médias qui sont utilisées sont souvent des boîtes noires, au sens, voilà, au sens qu'a pu élaborer la sociologie des techniques aussi. Voilà, il y a un objet technique et on ne sait pas exactement ce qui entre et ce qui sort de l'objet technique et qui a contrôle dessus. Donc voilà, ça rend difficile la compréhension de la manière dont les données personnelles sont traitées et par conséquence aussi d'éventuelles contestations de la manière dont ces données sont traitées. Voilà, on sait pas à qui avoir recours au cas où on suppose qu'il y a un souci. Et voilà, donc tout cela bien sûr, les régulateurs tentent désespérément de s'adapter à ce contexte changeant. Donc, typiquement, voilà, le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui existe depuis 2018 en Europe, impose certains principes qui n'étaient pas présents dans la régulation précédente sur la vie privée. Par exemple, la minimisation des données, une plus grande transparence ou encore le droit à l'effacement et à la portabilité des données pour rendre plus facile de quitter un acteur technologique qui, ne serait pas en train d'utiliser les données de la façon dont on le souhaite. Mais c'est sûr que voilà, ces règles, au fur et à mesure qu'elles sont créées, sont mises à l'épreuve par, l'évolution très rapide des modèles de l'IA et aussi, leurs besoins très importants, en termes de données. Pour continuer sur cette partie plus réglementation, on entend beaucoup en ce moment avec les AI Act européens, il y a eu la même chose avec les RGPD, le fait que la France et l'Europe seraient un pays qui réglementerait, enfin une des régions qui réglementerait là où la Chine ou les États-Unis innoveraient et donc ça générerait un retard, des problématiques de dépendance économique. La question que j'avais envie de te poser, c'est comment justement ces modèles culturels ou géopolitiques qu'on peut voir en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie, ils influencent les développements de l'IA et la régulation qui est mise en place ou pas d'ailleurs dans ces régions. Je vais peut-être commencer par la Russie parce que j'ai omis de le dire dans ma présentation, mais voilà, à part le projet sur, voilà, l'IA pour l'intérêt public, ce qui m'a occupé au cours des dernières années, ça a été un projet sur la surveillance et la censure en Russie et les techniques de contournement et de détournement mises en œuvre par plusieurs acteurs en Russie pour faire, voilà, pour, essayer de contrer ces différentes ces différentes, initiatives de gouvernance de plus en plus, coercitives. Donc, en Russie, en fait, l'intelligence artificielle est assez largement utilisée comme un des outils dans l'arsenal, à disposition du pouvoir pour renforcer son contrôle sur internet. Notamment, la Russie a tenté d'améliorer son système de censure, voilà, l'améliorer au sens, voilà, clairement problématique du terme. C'est le rendre beaucoup plus performant et beaucoup plus, voilà, ciblé par rapport à certains types de citoyens notamment. Donc avec l'idée de rendre ce système de plus en plus sophistiqué et automatisé. Donc notamment il y a eu un certain nombre de mesures de filtrage automatisé qui ont été mises en place. Donc ça, c'est quelque chose que l'IA permet de faire grâce à une analyse assez massive des flux d'informations en temps réel. Donc ça peut, heu, ça peut aider à identifier, à supprimer rapidement les contenus qui sont jugés illégaux ou subversifs, bien sûr selon la manière dont ces termes sont définis
ou pas d'ailleurs, parce que le flou est souvent entretenu, une certaine ambiguïté est souvent entretenue sur le périmètre exact de ces mots. Mais en tout cas, voilà, de facto, ça a très largement à voir avec la critique, à l'État, le soutien aux oppositions et cetera. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il est possible, avec certains algorithmes, de détecter des contenus sensibles, même s'ils sont en train de contourner les mécanismes de censure, classiques. Genre, par exemple, on utilise des euphémismes, on utilise des codes. Voilà, l'IA peut pointer parfois voilà, quand même, reconnaître des mots-clés et des contextes, même dans ces circonstances-là. C'est une partie du marché de la surveillance qui est en fort, développement. Malheureusement, dirais-je, aussi. Il y a aussi un aspect de reconnaissance plutôt d'images et de vidéos. Voilà, il s'agit pas donc de repérer des choses, problématiques pour le pouvoir dans les textes, mais beaucoup, dans les images, les mèmes, les vidéos. Voilà, ce qui rend encore plus difficile le contournement de la censure, parce que parfois on a recours à ces moyens-là pour passer des messages qui ne pourraient pas être passés en plain text, pour ainsi dire. Il y a des aspects de reconnaissance faciale, voilà, donc qui est déjà suffisamment controversé dans les pays dits démocratiques, mais voilà, dans les pays, dits autoritaires, ça s'applique assez largement à l'identification des opposants politiques, voilà, à la fois sur, les plateformes, donc alors certaines plateformes en Russie notamment sont souvent coopératives avec les gouvernements, donc ils deviennent des espèces de leviers pour mettre en œuvre des algorithmes pour surveiller, pour profiler, certains utilisateurs qui se seraient exprimés, de façon, dissidente. Et les technologies de reconnaissance faciale permettent d'identifier des participants à des manifestations, des opposants au régime notamment. Et encore une fois, là, ce qui est important aussi, c'est que ces images sont après croisées avec d'autres données, par exemple celles qu'on peut repérer sur les sur les réseaux sociaux, et que donc du coup ça permet, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, des questions d'agrégation et de ciblage, ça permet heu d'être plus performant pour le gouvernement, pour l'État dans le repérage des profils qu'ils considéreraient problématiques. Et puis, bien sûr, il faut mentionner, notamment, parce que c'est, assez largement traité dans les médias concernant la Russie, les aspects plus de désinformation, de deepfake. Voilà, l'IA a son rôle aussi dans ces questions-là. Voilà, dans la fabrication de contenus qui seraient pro-régime, par exemple, on peut générer des narratives ou des deepfakes qui seraient manipulés dans le but de discréditer les oppositions ou promouvoir des discours qui sont favorables, au pouvoir, ou des fois, tout simplement s'aimer la confusion sur ce qu'est on va dire les faits liés à un certain aspect. Et il y a aussi une question de possibilité d'inonder de désinformation. Voilà, au-delà de sa création, voilà, l'IA permet de produire et diffuser assez massivement ce type d'outils. Alors, bien sûr, il y a des, et on peut dire, heureusement, il y a des aspects de résistance à tout cela qui sont aussi amplifiés ou qui sont, mis en œuvre par le biais de l'IA. Alors de plus en plus, c'est quand même une lutte asymétrique, mais voilà, il est possible de faire des choses avec l'IA pour contourner la surveillance et la censure. Par exemple, contourner les blocages avec des réseaux privés virtuels, par exemple. Voilà, donc optimiser les performances des réseaux privés virtuels pour échapper aux techniques de blocage. Donc il est possible de mettre en œuvre des solutions qui détectent et évitent automatiquement au moins certains points de censure sur les réseaux. Des techniques de chiffrement avancées, notamment de bout en bout, comme on appelle, voilà, donc certaines messageries, comme Signal, voilà. Telegram est très utilisé en Russie, mais n'est pas très, son chiffrement de bout en bout n'est pas de très bonne qualité, et il n'est même pas de bout en bout parfois. Mais bon, voilà, en général, quand même, utiliser des messageries chiffrées peut contribuer à garantir des communications qui soient plus sécurisées, plus anonymes. Et il y a aussi un certain nombre de techniques de fragmentation de contenu qui peuvent être utilisées par, des communautés d'activistes notamment. Nous, on en a étudié certaines,
Donc, utilisant certaines techniques d'IA pour, fragmenter ou masquer les contenus sensibles. Donc, en gros, on les fait circuler avec des formats qui sont plus difficiles à détecter automatiquement. C'est une des manières dont on peut contrer avec l'IA. Et voilà, encore une fois, c'est quand même une situation assez asymétrique, on va dire, de plus en plus, notamment dans les 3-4 dernières années. Il y a, bien sûr des aspects de contrôle centralisé des infrastructures. Le Roskomnadzor, qui est le gendarme des télécoms, hein, le régulateur principal des télécoms, a vu ses pouvoirs, largement, augmenter au cours de la dernière décennie et donc a été le principal, bras armé du gouvernement russe pour imposer des lois qui ont obligé, par exemple, un certain nombre d'entreprises technologiques, nationales russes à coopérer, très étroitement avec le gouvernement. Et donc voilà, c'est en ce qui concerne la Russie, la trajectoire est quand même, vers une souveraineté accrue, qui pourrait aller jusqu'à l'isolement de l'internet national heu, du reste du monde. Et l'IA peut jouer beaucoup dans ce processus avec, en détectant et en bloquant des connexions, étrangères, par exemple, pour aider à centraliser les serveurs sous un contrôle gouvernemental et renforcer la cybersécurité nationale, par exemple, contre les infiltrations, extérieures. Donc voilà, on verra comment tout cela évolue. Mais c'est sûr que c'est, le rôle de l'IA dans tout ça, voilà, pour en revenir au fil rouge, je sais que ça peut amener des surprises des 2 côtés et elle est un peu au centre d'une mobilisation d'un ensemble de techniques et de stratégies qui incluent aussi des aspects, hors ligne pour affiner, l'efficacité des 2 côtés. Voilà. J'ai apporté l'exemple de la Russie, mais pour en revenir, voilà, au fait qu'il y a différents modèles qui sont développés dans différentes régions, hein, régions du monde. Donc, quand on parle de la Russie, on parle souvent de la Chine comme, 2e grand exemple d'un gouvernement autoritaire qui se sert beaucoup de la technologie et des infrastructures numériques pour renforcer son autorité, politique. Alors, pour la Chine, contrairement à la Russie, la centralisation s'est passée depuis beaucoup plus longtemps. Voilà, la Russie a eu quand même une période de dérégulation du marché et de semi-liberté politique qui était assez important et assez longue jusqu'à la fin des années 2000. En fait, la plus grande poussée vers l'autoritarisme a commencé seulement depuis le début des années 2010 en Russie. En Chine, c'est vraiment, depuis, quelques décennies que la centralisation, est, en œuvre. Voilà, il y a un plan de développement de l'IA de nouvelle génération qui a été, promulgué en 2017, si je ne m'abuse. Et donc voilà, l'idée de ce plan, si on regarde, est vraiment carrément de faire, de la Chine le leader mondial de l'IA d'ici 2030. On va voir comment tout ça se déroule. Et la priorité est assez explicitement donnée à des applications de l'IA dans des choses comme la surveillance de masse et aussi ce qu'ils appellent le maintien de la stabilité sociale. Donc voilà, c'est de facto, ça veut dire que des outils comme, la reconnaissance faciale, les systèmes de notation sociale, hein, le social credit system dont on parle beaucoup, par rapport à la Chine, vont être déployés et le sont déjà, mais vont l'être encore plus à grande échelle. Tout cela se fait dans un cadre réglementaire qui est très centralisé et très, voilà, orienté à favoriser le contrôle de l'État. Il y a un ensemble important d'obligations pour les entreprises de partager leurs données avec les autorités, et il y a un accent très important mis sur le contrôle de l'information et la censure algorithmique. Alors, ce qui est très important, concernant la Chine aussi, c'est des questions d'expansion, et d'exportation très importante de ces technologies d'intelligence artificielle. Ça se passe beaucoup vers des pays en développement. Voilà, la Chine a beaucoup mis voilà, jeté son dévolu sur le continent africain, notamment par rapport à ces questions-là. Et il y a aussi des relations très importantes avec d'autres régimes autoritaires concernant voilà l'exportation de technologies
de reconnaissance faciale, de drones, de surveillance. Voilà, il y a une industrie très florissante qui se développe via notamment cette initiative qu'on appelait la nouvelle route de la soie, du numérique. Et voilà, au niveau de la gouvernance internationale, typiquement, la Chine propose des des normes et des standards qui visent vraiment à aligner l'adoption de l'IA sur son modèle, centralisé. Et parfois, il y a aussi des propositions, même à la limite du provocateur, comme, le New IP par exemple, c'était une proposition, par le biais de laquelle, la Chine proposait presque de refaire l'Internet Protocol, qui est vraiment le protocole fondateur de l'internet, qui est d'avoir un nouveau internet. Voilà, ça a pas allé beaucoup plus loin que ça, mais ça c'est indicateur, voilà, d'un certain positionnement, international. Voilà, pour ce en ce qui concerne les États-Unis, c'est voilà, il y a bien sûr la recherche et le développement de l'IA dans lequel ils sont des leaders. C'est un écosystème qui est très largement dominé par, des entreprises technologiques privées qu'on connaît très bien. Voilà, on les a appelées GAFAM, on les a appelées, Magma. Voilà, c'est les grandes entreprises telles que Google, Microsoft, Meta ou Amazon qui bien sûr, se positionnent grâce à leur avantage technologique, sur l'internet, voilà, classique, on va dire. Ils se positionnent dans l'innovation, dans l'adoption de l'IA. Et le gouvernement a traditionnellement un rôle de soutien en investissant dans la recherche et de ne pas trop réguler. Voilà, ça c'est un grand classique des États-Unis avec l'idée voilà, qu'une régulation limitée ne va pas freiner l'innovation. Voilà, c'est un peu ça a toujours été le mantra du rapport des gouvernements aux États-Unis à l'innovation technologique. Alors, il y a quand même quelques initiatives un peu naissantes comme l'AI Bill of Rights qui a vu le jour en 2022 et qui montre quand même que même dans ces systèmes relativement dérégulés, il y a une volonté naissante de protéger les droits humains et les droits des individus face à l'IA. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas complètement absent des débats liés à la gouvernance de l'IA aux États-Unis, même si contrairement à l'Europe, les États-Unis, du coup, n'ont pas encore de cadre réglementaire, global pour l'IA. C'est plutôt, des ensembles de règles qui sont définis au niveau des États, parce qu'on n'oublie pas que les États-Unis sont un État fédéral avec, voilà, les États qui ont des degrés d'autonomie assez importants, du point de vue de leur gouvernance. Ou alors ça se passe par secteur stratégique, par exemple, relatif aux données de santé ou à la finance. Voilà, il y a des régulations qui sont plus spécifiques, comme ça. Et enfin, voilà, pour revenir à l'Europe, donc du coup, il est ce que l'Europe a essayé de faire pour se distinguer dans ce paysage assez compliqué, c'est une approche réglementaire, stricte, liée à un positionnement qui se réfère, au cadre de protection des droits humains, y compris à un niveau presque philosophique qui est vraiment assez typique de l'Europe, donc avec l'idée que l'IA doit être encadrée pour être au service des individus et donc avec une dimension éthique assez forte. Donc dans ce cadre, les initiatives réglementaires ont proliféré. On a cité le RGPD pour les questions de protection de données, mais bien sûr, il y a aussi, l'AI Act qui est actuellement à ses prémices. Donc du coup, c'est quand même une régulation assez ambitieuse. Ça prévoit tout un système de classification des risques, par exemple, et interdit d'emblée certains usages. Le système de crédit social, par exemple, voilà, est mis hors périmètre du faisable, ou encore certaines pratiques de surveillance de masse. Donc il y a heu, l'approche de l'IA de confiance qui est mise beaucoup en avant, y compris dans les programmes qui sont censés financer des recherches, sur l'IA. Par exemple, il y a une partie d'Horizon Europe, qui est le programme cadre actuel du financement de la recherche qui, met en avant des mots-clés comme IA éthique et IA inclusive, voilà. Heu et en termes voilà, peut-être, le tout dernier truc, la position stratégique globale de de l'Europe, il y a vraiment, des tentatives d'établissement de standards au niveau plus global, voilà, au-delà du niveau régional, européen. Par contre, ce dont l'Europe souffre assez cruellement, et ça, c'est assez historique aussi, c'est le manque de champions technologiques européens. Voilà,
ce que les États-Unis ont, ce que la Chine a, ce que la Russie a de plus en plus. Et donc, voilà, l'Europe n'est pas beaucoup en mesure d'influencer par les marchés et par l'innovation. Ça doit être plutôt par le biais de la régulation. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Je sais que tu travailles aussi sur la question des valeurs et comment les valeurs sont intégrées, enfin en fait comment les technologies, pardon, sont intrinsèquement porteuses de valeurs. Et c'est encore plus vrai avec l'IA. Tu parlais des biais mais pas que, qui vont être portés par les algorithmes. Donc la question que j'avais envie de te poser, c'est comment ces valeurs sont intégrées consciemment ou pas dans les algorithmes d'IA. Et je rajoute un élément à ma question sur il y a les valeurs, il y a la question aussi des récits culturels, à côté des valeurs, les récits culturels, les récits historiques propres à chaque pays, à chaque région. Comment ça joue aussi un rôle dans l'acceptation de l'IA dans les différentes parties du monde? Alors oui, cette question des valeurs inscrites dans la technique, c'est une question importante et qui n'a voilà, qui est assez historique aussi dans bien avant l'internet même, en fait. C'est une des grandes questions de la de la sociologie des techniques. Alors par rapport aux algorithmes, bien sûr, et à l'IA, il y a un certain nombre de questions, heu, spécifiques qui se sont posées par rapport à voilà, aux concepteurs humains de ces technologies et de comment, ils intègrent, leurs choix, leurs biais, leurs priorités dans tout ça. Alors, il y a tout d'abord, je pense, un 1er élément important, c'est la comment on définit les objectifs de ces algorithmes. Voilà, en général, un algorithme est conçu pour, optimiser les résultats par rapport à un objectif et ces objectifs, ça peut être maximiser des clics, par rapport à un certain contenu, améliorer l'efficacité d'une plateforme, identifier des visages, voilà, donc ça peut être vraiment, vraiment varié et tout ça, tous ces choix en général traduisent des priorités qui ont trait à des considérations économiques, politiques, culturelles, voilà. Donc typiquement, si on prend un exemple un moteur, qui doit recommander des choses, il peut choisir de privilégier l'engagement sur la plateforme, par exemple, ou encore la véracité de l'information, obtenue par le biais de recherche de sources, ou encore la diversité de cette information. Voilà, donc c'est selon ce qu'on choisit de privilégier parmi ces 3 critères, par exemple, on n'aura pas les mêmes résultats proposés par ce moteur. Voilà, c'est juste pour donner un exemple et tout pareil, quand on cherche à évaluer la bonté d'un algorithme, donc comment il a bien rempli ses, ses objectifs, sa précision, son coût, ce qu'on veut, voilà. Ça aussi, ça peut refléter les métriques, qu'on utilise pour, voilà, évaluer cette performance. Ça peut refléter des valeurs aussi. Par exemple, si on choisit que la priorité numéro un, c'est la précision de l'algorithme, on peut finir par négliger certains biais ou certains impacts sociaux. Par exemple, le fait qu'il y a un certain degré d'injustice dans les décisions automatisées. Voilà, donc tout ça, c'est des exemples. Il y a effectivement, 2e aspect, voilà, des biais culturels qui peuvent être inhérents aux équipes qui développent, ces machins-là. Voilà, par exemple, typiquement, on a pu dire par moment et on essaye de faire quelque chose à ce sujet, désormais dans les grandes entreprises technologiques. Les équipes de développeurs sont souvent assez homogènes, sociologiquement parlant. Et elles peuvent être composées très majoritairement de personnes qui sont issues d'une même culture, d'un même genre, d'un même milieu social et donc ça peut amener, à possiblement ignorer certaines problématiques qui sont importantes pour des groupes qui seraient sous-représentés parmi les créateurs de l'algorithme. Voilà, donc typiquement, ce que Safiya Noble, par exemple, a pu, raconter dans son livre sur la reconnaissance faciale. Voilà, il y a, par exemple, certains outils de reconnaissance faciale qui montrent des taux d'erreur plus élevés pour des personnes de couleur parce que les bases de données et les équipes de conception étaient majoritairement composées de profils plutôt, white Caucasian, comme aiment bien dire les Américains. Voilà, donc c'est un exemple qui est voilà,
c'est pas très original à redire, mais ça reste quand même assez emblématique. Alors, puis il y a aussi des questions de les données elles-mêmes sur lesquelles se basent les techniques d'IA. Il y a aussi, dans ces données qu'alimentent les algorithmes d'IA, des traces de certaines structures sociales, de valeurs dominantes. Il y a, on en a déjà un peu parlé, mais c'est les questions des biais dans les données d'entraînement, par exemple. Les algorithmes, ils apprennent à partir de jeux de données qui sont aussi historiques et reflètent peut-être certains biais historiques. Typiquement, prenons un algorithme de recrutement, voilà, qui se base sur des données. Il y a des risques, moins il faut s'assurer qu'ils sont mitigés, qu'ils puissent reproduire certaines discriminations qui ont pu avoir lieu, dans un texte historique contre certaines minorités ou contre les femmes. Parce que, par exemple, ces groupes ont été historiquement sous-représentés dans des emplois qualifiés. Donc, voilà, si on donne à manger à l'IA dans le jeu de données qui porte inscrite ce type de biais, ça peut poser problème. Et ces inégalités peuvent être aussi, voilà, perpétuées du coup par les algorithmes. Une question assez étudiée à ce sujet, c'est les algorithmes qui doivent aider les banques à décider si octroyer des prêts bancaires ou pas, par exemple. Donc ces algorithmes, ils peuvent discriminer indirectement en excluant, par exemple, certaines zones géographiques, même si cette exclusion repose sur des variables économiques plutôt techniques, mais ces biais peuvent se faufiler, voilà, peuvent renforcer des inégalités. Voilà. Donc il y a aussi voilà, bien sûr, tout cela n'est pas volontaire non plus, voilà, pas forcément, et c'est un des soucis, sur comment on peut essayer de gouverner ou de contrer cela, c'est qu'il y a, certaines de ces utilisations d'algorithmes peuvent, voilà, ne pas avoir d'intention explicite de nuire, mais donc il peut y avoir un certain nombre d'effets de renforcement, d'effets de boîte noire, voilà, donc il y a des fois où on cherche à comprendre comment on est arrivé à obtenir un certain résultat, une certaine classification, voilà, par le biais d'un algorithme, et notamment avec les systèmes du type deep learning, d'apprentissage profond, donc voilà, où beaucoup de choses se passent très, très profondément dans les coulisses de l'outil. Voilà, on n'arrive pas à expliquer, même pas les concepteurs des fois, pourquoi, comment une décision a été prise, et dans quelle mesure des biais ou des injustices sont masqués, voilà, ou peuvent l'être. Donc voilà, la tension entre performance et transparence des outils technologiques n'est sûrement pas propre à l'IA, mais le niveau d'opacité que peut avoir notamment certaines technologies d'IA est quand même, très, très important, par rapport à ça. Je sais que tu as, à côté du travail que tu as pu faire sur la gouvernance, tous ces sujets-là, tu travailles aussi sur regarder comment l'administration, française, s'empare des outils, d'IA, et la question que j'aimerais te poser, c'est, selon toi, quels sont un peu les effets structurels au niveau de l'État français sur l'utilisation de ces outils, notamment dans la prise de décision, sur le fonctionnement de l'État et dans les relations avec, ses citoyens? C'était le cas déjà avec le passage au tout numérique. Est-ce que c'est pas en train de s'accélérer? J'ai des souvenirs, sur, la dématérialisation des procédures où ça crée des contraintes qui n'existaient pas avant. Et est-ce que enfin, je sais pas si c'est toi qui utilisais le terme, mais est-ce que tu penses qu'avec ces outils d'IA, on se dirige un peu vers une sorte d'état automate où tout serait automatisé, dans une logique d'efficience, d'efficacité, de rapidité? C'est effectivement le cœur du travail qu'on a pu mener avec Olesya Kirchik, notamment dans le cadre de ce projet dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est sûr que il y a vraiment, dans les, je pense, au moins 5 dernières années, cet argument a vraiment pris pied, selon lequel, l'action publique en France peut être profondément, transformée par l'intelligence artificielle, avec 2 aspects surtout: le fonctionnement interne de l'État, d'un côté, et sa relation avec, les citoyens. Donc voilà, que la technique s'en mêle, aussi, par rapport aux interfaces avec la population.
Et alors, là, on retrouve vraiment, pour le dire vite et puis je vais rentrer un peu plus dans les détails, ces questions dont on vient de parler, donc à la fois, l'accessibilité de certains services, de la mesure dans laquelle ils peuvent prédire des choses ou encore, l'efficacité de ces services et puis, d'un autre côté, voilà, les questions, les défis potentiels, donc la transparence, de ces services, l'équité de ces services et la mesure dans laquelle ils peuvent être, souverains, voilà. Donc, en gros, je pense qu'il y a ce que l'IA peut faire et ce que l'État envisage que l'IA puisse faire et les dispositifs algorithmiques puissent faire, pour lui. C'est notamment, de mieux gérer les ressources à disposition de l'État et potentiellement améliorer l'efficacité des services publics. Hein, par exemple, je sais pas, allouer des ressources, mieux répartir les moyens dont on dispose dans des secteurs clés, voilà, est-ce qu'on peut anticiper avec, plus de précision le besoin de tel hôpital plutôt que tel autre hôpital, ou de tel tribunal plutôt que tel autre tribunal, si on prend la justice, voilà, tout cela, donc allouer les ressources, aide à l'allocation des ressources, l'IA peut aider à faire ça et tous les aspects de personnalisation peuvent bien sûr être adaptés, à ces secteurs-là parce que l'IA peut aider à orienter tel ou tel autre citoyen vers des services qui seraient adaptés à leurs besoins. C'est pas des bourses, des aides sociales, voilà, enfin tout ça l'IA peut aider. Il y a alors qu'est-ce qui se passe dans tout ça? C'est bien sûr que le plus l'État et les administrations s'appuient sur des modèles de type prédictif, et de personnalisation, le plus il y a des logiques de gouvernance algorithmique ou de gouvernance par les données qui peuvent, prédominer avec, voilà, un rôle de l'humain qui, du coup, doit continuer à être, préservé. Il faut faire un peu attention, là-dessus. Il y a donc ce que l'administration peut aussi faire avec, des outils, d'IA qui seraient plutôt de prévision des risques, hein, risk prediction et tout ça. C'est le ça peut être appliqué plutôt à des domaines comme, la sécurité nationale ou les fraudes ou le risque de fraude. Voilà, donc typiquement, les services des impôts, on peut supposer qu'ils utilisent ou qu'ils utiliseraient, des outils d'IA pour, détecter de plus en plus automatiquement des anomalies dans les déclarations fiscales, croiser des jeux de données qu'avant ils ne pouvaient pas croiser ou le faire de façon beaucoup plus épisodique et cetera. Et tout cela entraîne voilà, certains des risques qu'on a pu déjà mentionner, donc la reproduction ou l'amplification des discriminations, préexistantes ou voilà, une prédiction, automatisée excessive, qui réduirait, la place de l'intervention humaine et plus largement un peu du dialogue citoyen aussi. Parce que voilà, on peut supposer que l'État se doit de de préserver que parmi ses missions, ce dialogue-là. Et par rapport à ce que voilà, donc tout ça a des conséquences et elle les a déjà, mais on suppose qu'il les aura encore plus, par la suite, sur comment l'État fonctionne et notamment, sur comment les processus décisionnels se transforment. Donc, il y a eu la controverse, Parcoursup, par exemple, pour l'affectation des étudiants à des universités, spécifiques ou encore, voilà, dans la sécurité sociale, dans l'urbanisme, voilà, c'est autant de domaines dans lesquels les algorithmes deviennent des codécideurs et donc, voilà, si les algorithmes deviennent des codécideurs, ça réduit le rôle des agents publics, dans une dimension un peu individuelle de la prise de décision, et les agents publics courent le risque de devenir plutôt les gestionnaires d'un système géré par ailleurs où la décision ultime est de plus en plus reportée sur la machine. Il y a des aspects, aussi, voilà, d'organisation, politique et de privatisation de la gouvernance, à ça. Parce que bien sûr, plus les décisions sont centralisées et plus, l'automatisation, augmente, plus il y a des dépendances avec des outils technologiques, qui sont développés en partenariat avec des entreprises, privées. Alors c'est là qu'entre aussi la question de la souveraineté, numérique. La France a bien sûr, des entreprises privées qui sont en mesure de développer ce genre d'outils et qui le font, Capgemini, Thales et cetera.
Mais il y a aussi toujours la question dont je parlais tout à l'heure, le fait que l'Europe et les États européens sont en général plus ancrés, sur, la régulation que sur, l'innovation endémique au territoire, national et supranational. Et donc, voilà, ça peut introduire des dépendances d'acteurs qui ne sont pas européens non plus. Et il y a des voilà, puis donc du coup, pour en venir au troisième aspect, il y a un peu la question de la transformation, pas seulement de l'État en tant que tel, mais aussi de comment il se rapporte aux citoyens. Alors, l'introduction de l'IA, ça arrive dans une logique qui, même avant l'IA, on a pu appeler de numérisation de l'État, voilà, où il est question de faire accéder aussi en ligne, voire seulement en ligne, ce qui peut poser des problèmes à certains groupes de citoyens en particulier, de nombreux services publics, donc demande d'aide sociale, renouvellement de papiers, inscription scolaire, voilà, mettre tout ça en ligne, ce qui a bien sûr des conséquences, certaines conséquences positives. Ça marche mieux pour les citoyens qui sont déjà connectés, déjà familiarisés, au moins pour l'essentiel avec le numérique. Ça peut réduire les délais dans beaucoup de traitements des demandes, mais ça a un certain nombre d'effets négatifs aussi. C'est ce qu'on a pu appeler déjà avec l'internet classique, la fracture numérique, c'est-à-dire ou le manque de littératie numérique de la part de certains citoyens. Voilà, il y a quand même certains groupes notamment qui sont de facto marginalisés du fait de leur manque d'aise avec le numérique. Et puis pour tout le monde, y compris pour ceux qui sont à l'aise, il y a quand même le risque d'une disparition progressive des guichets physiques, de pouvoir rejoindre une personne pour parler de ses soucis bureaucratiques ou administratifs, et donc augmenter l'impersonnalisation, enfin, de cette relation. Les questions de transparence ou de son manque sont bien sûr assez importantes dans cette relation État-citoyen, parce que il y a voilà, cette opacité de la plupart des systèmes algorithmiques dont on a déjà parlé. Typiquement, pour en revenir à Parcoursup, qui avait fait couler beaucoup beaucoup d'encre et de voix, ce Parcoursup avait été critiqué beaucoup pour, non seulement pour les résultats qui étaient obtenus, mais aussi pour l'impossibilité pour les étudiants et pour les familles des étudiants de comprendre quels avaient été les critères précis de sélection. Voilà, on avait un résultat, mais on ne voyait pas, comment les pièces qui composaient les dossiers des étudiants qu'on avait pu apporter, au système avaient généré ces effets. Donc, tout cela peut augmenter une certaine méfiance envers les outils numériques, perçus comme inaccessibles, perçus comme en partie injustes, et cetera. Et il y a un risque non négligeable de voilà, ce que certains de nos interlocuteurs, quand on a fait les entretiens pour ce projet, ont pu appeler, le désengagement démocratique, en fait. Le fait que, les citoyens se sentent du coup exclus des décisions prises par des systèmes algorithmiques, encore plus que les décisions qui sont prises par, les hommes politiques et les institutions humaines, on va dire, voilà, on n'est pas dans le meilleur moment pour ça non plus forcément, mais voilà, là, les systèmes algorithmiques et l'IA sont susceptibles d'accroître quand même ces soucis. Justement, par rapport aux soucis que tu évoques dans la presse ou en général quand on parle d'IA ou en tout cas quand on entend des personnes parler d'IA, c'est souvent des entrepreneurs, des ingénieurs qui développent ces solutions, qui les vendent. Moins fréquemment des chercheurs en sciences sociales, des scientifiques, qui peuvent apporter un autre regard et justement éclairer d'une autre façon les développements de l'IA. Comment, selon toi, on pourrait imaginer des dispositifs ou comment faire mieux entendre ces autres regards pour justement éclairer ces développements, les enjeux que ça pose, les aspects positifs, les aspects plus négatifs? Enfin voilà, comment permettre ça en fait dans le débat et tu parlais du désengagement des citoyens, mais pour permettre aussi une meilleure compréhension des fonctionnements, de ces technologies. Parmi mes casquettes actuelles que je peux peut-être mentionner à ce moment-ci, c'est d'être dans le conseil scientifique de l'ANSSI. Donc c'est l'Agence pour la cybersécurité, française, dans laquelle, ce que j'essaie de faire, c'est justement, je suis la seule sociologue du conseil scientifique. Donc du coup, mon rôle est un peu d'amener voilà, de rendre, d'expliciter, les contributions des sciences sociales pour l'étude
de la cybersécurité. Alors, je pense que ce que peuvent faire les sciences sociales sur ces questions-là, c'est vraiment de situer ces technologies, de les situer dans un contexte, social, un contexte politique et géopolitique et un contexte socio-économique. Donc, poser des questions peut-être plus que ça ne l'a été fait par le passé sur, quels, heu, quels groupes sociaux bénéficient le plus ou sont le plus marginalisés par ces technologies? Comment est-ce que ces systèmes algorithmiques ou d'IA reproduisent ou amplifient des inégalités existantes ou des problèmes structurels de la société, voilà, qui seraient renforcés? Donc, voilà, typiquement dans des projets comme le Social Credit System ou la justice prédictive, voilà, là où il y a des usages de l'IA pour des buts spécifiques. Voilà, les apports que peuvent amener les sciences sociales, c'est de mettre l'accent sur les questions de liberté individuelle, de discrimination et aussi tout ce qui est logique de pouvoir, stratégie de pouvoir, configuration de pouvoir. Voilà comment est-ce qu'il y a des stratégies portées par des acteurs ou par des groupes d'acteurs, qui relèvent à la fois du politique, du technique et de l'économique et qui peuvent, et voilà, qui sont partie intégrante de comment, ces outils d'IA et algorithmiques arrivent à nous, en fait. On arrive à la fin de cet échange. J'avais une dernière question pour toi. Voilà, je sais pas si c'est prospectif, mais en tout cas, si tu avais des recommandations, 2-3 recommandations à faire à des décideurs politiques ou économiques que pour mettre en place une gouvernance plus responsable de l'IA, ce serait quoi? Alors, oui, c'est une très, très grande question c'est les chercheurs sont toujours, relativement réticents à passer au stade des recommandations, au moins au moins certaines disciplines. J'essaie de le faire quand même. Tout d'abord, il me semble qu'il y a une question sur, la nature de la régulation qu'on peut essayer d'appliquer à ces dispositifs-là. Parce que, voilà, il y a le challenge de l'évolution rapide de ces technologies, voilà, qu'on a pu voir, par le passé aussi, au début des années 2000, j'avais étudié, comment la régulation avait essayé de s'attaquer aux réseaux peer-to-peer, par exemple, aux réseaux pair à pair et ça avait été, voilà, il y avait eu des réponses, de régulation très inadéquates, au contexte à la fois technique et socio-économique, dans lequel, ces réseaux, étaient créés, se développaient et c'était parce qu'on avait essayé de cibler la technologie en soi, sans regarder le contexte plus général. Donc, voilà, une première recommandation, ça pourrait être que les cadres réglementaires puissent être, évolutifs, avoir des principes directeurs clairs et ça je pense que c'est une des forces de la régulation européenne, c'est que ça se réfère à des principes presque philosophiques sur, comment ce que les individus doivent être et peuvent, préserver comme leurs droits fondamentaux. Donc typiquement, protection de la vie privée, non-discrimination, responsabilité des algorithmes et de leurs concepteurs et en même temps, avoir des que ce soit souple, pour répondre à l'évolution des technologies, essayer d'ajuster selon un certain nombre de défis qui pourraient arriver très vite à être, assez inattendus aussi. Donc voilà, c'est cette idée d'avoir un socle commun de principes directeurs, mais d'être disposé à revoir sa copie, en termes opérationnels, voilà, de façon plus importante et et puis, voilà, sûrement il y a du travail à faire par rapport aux firmes technologiques sur, qui peut voir quoi? Voilà, c'est, les questions des audits des algorithmes, de la transparence, de l'explicabilité de ces algorithmes. Voilà, je ne pense pas que le citoyen lambda puisse et doive avoir accès à tout à tout algorithme et cetera. De toute façon, ce serait très compliqué de commencer à déchiffrer tout ça.
Par contre, ce qu'il faut vraiment, c'est un dialogue démocratique sur, qui devrait pouvoir aller voir pour les citoyens, qui doit être le gendarme au sens positif du terme de ces dispositifs, qui peut aller regarder ce que ces firmes technologiques sont en train de faire, avec quelle fréquence, avec quelle profondeur d'analyse du code, des dispositifs mis en place. Voilà, ça c'est très important. À mon avis, c'est de trouver les bons gendarmes et les bonnes modalités pour qu'ils puissent agir tout en n'entravant pas excessivement l'innovation, mais en préservant, des principes, politiques et démocratiques. Voilà. Je pense qu'on m'arrêterait là peut-être, mais c'est des questions, extrêmement vastes. Super. Bah, merci beaucoup, Francisca, d'avoir répondu à mes questions. Et puis j'espère à bientôt alors. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.